Dans les caves de l'ancien notariat Berthier à Paris, les ouvriers qui déblayaient les décombres en 1789 firent une découverte qui les glaça d'effroi. Derrière un mur de pierre récemment effondré, ils trouvèrent une cassette de métal, rouillée contenant des dizaines de petites dents d'enfants, des mèches de cheveux de toutes les couleurs et un carnet dont la dernière page portait ces mots terrifiants, griffonnés d'une main tremblante. « Ils ont découvert que j'écris ». Ce carnet allait révéler l'existence du plus monstrueux trafic d'enfants de l'histoire de France, orchestré par une famille que tous respectaient pour sa piété et sa dévotion à l'éducation chrétienne. Mais avant de plonger dans cette histoire qui glacera votre sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Car ce que vous allez entendre pourrait bien vous faire regarder différemment les vieilles écoles de votre région. En cette fin du XVIIe siècle, les rives de la Loire bruissent encore des échos de la Fronde et des guerres de religion qui ont déchiré le royaume. La région de Touraine, prospère grâce au commerce fluvial et aux châteaux de la noblesse, voit fleurir de nombreuses institutions éducatives destinées aux enfants de l'aristocratie. Car sous le règne de Louis XIV, l'éducation chrétienne des jeunes nobles devient un enjeu de pouvoir autant qu'une question de salut. C'est dans ce contexte que la famille Beaumont s'établit en 1652 près du petit bourg de Montrichard-sur-Loire, à quelques lieues de Tours. Pierre-Antoine de Beaumont, ancien officier de l'armée royale devenu veuf, et sa sœur Marguerite, ancienne religieuse défroquée suite à la fermeture de son couvent, décident de consacrer leur héritage familial à une noble cause, l'éducation des enfants de la noblesse française. L'Institut Saint-Raphaël qu'ils fondent occupe un imposant manoir du XVe siècle, entouré de vastes jardins qui descendent jusqu'aux berges de la Loire. Les bâtiments de pierre blanche, aux fenêtres munies de barreaux délicatement ouvragés, peuvent accueillir jusqu'à 60 pensionnaires, garçons et filles séparés par une aile distincte mais éduqués selon les mêmes principes rigoureux. Dès les premières années, l'Institut acquiert une réputation d'excellence. Les Beaumont, secondés par une équipe de précepteurs triés sur le volet et quelques religieuses venues d'un couvent de Blois, proposent un enseignement complet, latin, grec, théologie, mathématiques, mais aussi escrime, danse et maintien, pour préparer ces jeunes âmes à briller dans les salons versaillais. Tout bascule par une matinée de novembre 1663, quand arrive à l'Institut un carrosse aux armoiries effacées. En descend une fillette d'environ 12 ans, aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu perçant. Elle ne porte pour bagage qu'une petite malle de cuir et une lettre cachetée remise à Pierre-Antoine de Beaumont. Cet enfant, qu'on appellera désormais Célestine de Montclerc, intrigue immédiatement les autres pensionnaires. Elle ne parle jamais de sa famille, ne reçoit aucune visite, aucune lettre. Quand on l'interroge sur ses origines, elle se contente de répondre d'une voix monocorde. « Mon père m'a confié aux bons soins de Monsieur de Beaumont. » Sœur Marie-Agnès, qui enseigne les lettres aux jeunes filles, remarque rapidement l'intelligence exceptionnelle de Célestine. L'enfant maîtrise parfaitement le latin, connaît des passages entiers de Virgile et possède une écriture d'une finesse remarquable. Mais ce qui trouble le plus la religieuse, c'est ce regard étrange que porte parfois Célestine, comme si elle observait et jugeait tout ce qui l'entoure avec une sagacité inquiétante pour son âge. Les mois passent. Célestine s'intègre progressivement au rythme de l'Institut, excellent dans tous les domaines. Pourtant, sœur Marie-Agnès remarque des détails troublants. L'enfant ne semble jamais vraiment dormir lors des visites nocturnes du dortoir. Elle disparaît parfois plusieurs heures sans qu'on puisse la retrouver, réapparaissant toujours avec une explication plausible. Et surtout, elle pose des questions étranges sur les autres pensionnaires. D'où viennent-ils exactement? Qui sont leurs parents? Pourquoi certains ne reçoivent-ils jamais de nouvelles de leur famille? L'hiver 1663-1664 est particulièrement rigoureux.
La Loire charrie des glaçons et les jardins de l'Institut disparaissent sous la neige. C'est durant cette période que survient le premier événement qui ébranlera à jamais la tranquillité de Saint-Raphaël. Charles-Henri de Montbrison, un garçon de 14 ans, fils d'un marquis de Provence, tombe gravement malade. Une fièvre violente le cloue au lit pendant des semaines. Malgré les soins prodigués par Marguerite de Beaumont, qui possède quelques connaissances en médecine, l'état du jeune homme ne s'améliore pas. Au contraire, il délire, parle dans son sommeil de choses étranges, évoque des contrats et des échanges d'une voix d'enfant terrorisée. Sœur Marie-Agnès, qui veille certaines nuits au chevet du malade, entend des bribes troublantes. Ils ne sont pas mes vrais parents. Ils m'ont acheté le livre rouge dans le bureau de Monsieur Pierre-Antoine. Les signatures en bas des pages. Une nuit de février, Charles-Henri disparaît de son lit. On le retrouve le lendemain matin dans les jardins, gelé, les yeux grands ouverts fixés vers les fenêtres du bureau de Pierre-Antoine de Beaumont. Les circonstances de cette mort troublent profondément la communauté de l'Institut. Comment un enfant aussi malade a-t-il pu sortir de son lit, traverser les couloirs et les portes verrouillées pour se retrouver dehors par une nuit de grand froid? Pierre-Antoine de Beaumont convoque aussitôt le médecin du bourg et le curé de la paroisse. Le rapport officiel conclut à une mort par congestion cérébrale aggravée par le froid. L'enfant, dans son délire fiévreux, serait sorti et aurait succombé aux éléments. L'affaire est classée. Charles-Henri est enterré discrètement dans le petit cimetière attenant à l'Institut. Mais sœur Marie-Agnès garde en mémoire les derniers mots cohérents du garçon, prononcés la veille de sa disparition. Sœur Marie-Agnès, si vous saviez ce qui se cache dans cette maison, promettez-moi d'ouvrir les yeux. Promettez-moi de tout écrire. Les mois qui suivent la mort de Charles-Henri voient s'installer à l'Institut une atmosphère pesante. Plusieurs familles retirent leurs enfants, officiellement pour des raisons financières ou des changements de situation. Mais les rumeurs commencent à circuler dans la région. On murmure que l'Institut Saint-Raphaël n'est pas ce qu'il prétend être. Des domestiques du château de Chenonceau rapportent avoir vu, lors de certaines nuits sans lune, des carrosses aux armoiries masquées emprunter le chemin qui mène à l'institution. Des bateliers de la Loire affirment avoir aperçu des silhouettes d'enfants embarqués à bord d'embarcations qui descendent le fleuve vers des destinations inconnues. Les témoignages se multiplient et se précisent. Jean-Baptiste Mercier, aubergiste à Montrichard, raconte qu'il a hébergé à plusieurs reprises des voyageurs mystérieux qui parlaient à voix basse de livraisons spéciales et de marchandises délicates. Ces hommes, toujours vêtus de noir et portant des chapeaux à larges bords qui dissimulaient leur visage, payaient toujours en pièces d'or et exigeaient le silence le plus absolu. Il ne restait jamais plus d'une nuit, raconte l'aubergiste à qui veut l'entendre. Et quand ils repartaient au petit matin, j'entendais parfois des pleurs d'enfants venant de leur carrosse. Mais quand je m'approchais pour regarder, Hilda avait déjà disparu dans la brume de la Loire. Plus troublant encore, plusieurs familles de la région commencent à signaler des visites étranges. Des hommes se présentant comme des émissaires de l'Institut Saint-Raphaël viennent proposer aux familles les plus pauvres de prendre en charge l'éducation de leurs enfants, pour leur assurer un avenir meilleur. Ces démarcheurs, toujours très bien habillés et parlant avec l'accent des gens de qualité, promettent que les enfants intégreront l'Institut sans aucun frais et qu'ils pourront même envoyer de l'argent à leur famille une fois établis dans la vie. Sœur Marie-Agnès, troublée par ces rumeurs et hantée par les dernières paroles de Charles-Henri, commence à observer plus attentivement la vie de l'Institut. Elle remarque que certains enfants, souvent parmi les plus discrets et les moins visités par leur famille, disparaissent progressivement. Officiellement, ils ont été transférés dans d'autres établissements mieux adaptés à leurs besoins, ou repris par leur famille pour des raisons personnelles. La religieuse constate également des changements inquiétants dans le comportement de Pierre-Antoine et Marguerite de Beaumont. Le directeur, autrefois affable et paternel avec les pensionnaires,
devient distant et froid. Il passe de longues heures enfermé dans son bureau, recevant des visiteurs qu'il fait entrer par une porte, dérobée donnant directement sur les jardins. Sa sœur Marguerite, jadis si attentionnée avec les enfants, semble désormais les observer avec un regard calculateur, comme si elle évaluait leur potentiel. Mais quand la religieuse tente de se renseigner discrètement auprès des autres pensionnaires, elle découvre que personne ne se souvient vraiment de ses enfants partis, comme si leur passage à l'institut s'effaçait mystérieusement de la mémoire collective. Cette amnésie collective n'est pas naturelle. Sœur Marie-Agnès remarque que les enfants qui posent trop de questions sur leurs camarades disparus sont rapidement isolés, parfois punis pour des fautes mineures, et finissent par cesser d'évoquer le sujet. Elle découvre également que certains enseignants administrent régulièrement aux pensionnaires des fortifiants sous forme de tisane aux herbes. Ces breuvages, préparés par Marguerite de Beaumont selon d'anciennes recettes monastiques, sont censés renforcer la santé et la mémoire des enfants. Mais sœur Marie-Agnès remarque qu'ils ont l'effet inverse. Les enfants qui en consomment régulièrement semblent avoir des trous de mémoire concernant certains événements ou certaines personnes. Intriguée et inquiète, sœur Marie-Agnès décide de tenir un registre secret. Dans un petit carnet qu'elle dissimule dans sa cellule, elle note méticuleusement les noms des enfants présents, leurs origines quand elle les connaît, les dates d'arrivée et de départ, les circonstances particulières qu'elle observe. Ce qu'elle découvre la glace d'effroi. En 3 ans, depuis la mort de Charles-Henri, 22 enfants ont quitté l'institut dans des conditions floues. 22 enfants dont les familles, quand elle parvient à les contacter indirectement, affirment soit ne jamais avoir eu de nouvelles, soit avoir reçu des lettres les informant que leur enfant avait été placé ailleurs pour son bien. La religieuse remarque également un détail troublant. Tous les enfants qui disparaissent présentent certaines caractéristiques communes. Ils sont généralement âgés de 10 à 15 ans, possèdent une apparence agréable et une intelligence au-dessus de la moyenne. Mais surtout, ils appartiennent tous à des familles qui ont des difficultés à payer les frais de pension ou qui traversent des crises financières graves. L'été 1667 marque un tournant dans les investigations clandestines de sœur Marie-Agnès. Profitant d'une absence de Pierre-Antoine de Beaumont, parti à Paris pour des affaires, elle décide d'explorer les parties de l'Institut généralement interdites au personnel enseignant. La religieuse a remarqué que les Beaumont reçoivent régulièrement des visiteurs de marque dans leur bureau privé. Ces rencontres ont toujours lieu la nuit et les conversations se déroulent à voix basse. Intriguée, elle a commencé à noter dans son carnet secret les dates de ses visites et les éléments qu'elle parvient à observer. Ce qui la frappe, c'est la richesse ostentatoire de ces visiteurs nocturnes. Leurs carrosses, même quand ils tentent de dissimuler leurs armoiries, portent les marques d'un luxe extrême, cuir fin, ferrures dorées, chevaux de race exceptionnelle. Ces détails suggèrent que les clients de l'Institut appartiennent aux plus hautes sphères de l'aristocratie française. Un soir de juillet, caché derrière un buisson du jardin, sœur Marie-Agnès parvient à entendre des bribes d'une conversation entre Pierre-Antoine de Beaumont et un homme à la voix grave et autoritaire. Ce qu'elle entend la bouleverse. « Le jeune comte de Rochefort vous convient-il » demande Pierre-Antoine. « Parfaitement. Il ressemble étonnamment à notre défunt héritier. Personne ne soupçonnera l'échange si nous procédons avec discrétion. La transaction habituelle. 3000 livres, comme convenu. Et assurez-vous que l'enfant ne garde aucun souvenir de sa vie antérieure. Nos méthodes ont fait leurs preuves. » Cette conversation révèle un aspect encore plus sinistre du trafic organisé par les Beaumont. Non seulement ils vendent des enfants, mais ils les conditionnent pour effacer leur identité d'origine. Les fortifiants, administrés régulièrement, ne sont pas des remèdes fortifiants, mais des drogues destinées à altérer la mémoire des victimes. Dans les combles du manoir, elle découvre une chambre fermée à clé dont elle force la serrure avec l'aide d'une épingle à cheveux. Ce qu'elle y trouve dépasse ses pires craintes, des dizaines de petites malles portant des initiales différentes, remplies de vêtements d'enfants, de jouets, de livres personnels.
Autant de traces de vie brutalement interrompues. Mais la découverte la plus terrifiante l'attend dans un secrétaire dissimulé derrière une tapisserie. Elle y trouve un épais registre relié de cuir rouge, rempli d'une écriture serrée, qu'elle reconnaît comme celle de Pierre-Antoine de Beaumont. Page après page, elle lit des comptes rendus détaillés qui lui révèlent l'horrible vérité. L'Institut Saint-Raphaël n'est qu'une façade. Derrière l'apparence respectable d'un établissement d'enseignement se cache un réseau organisé de trafic d'enfants. Les Beaumont, en complicité avec certains membres du personnel et plusieurs familles nobles de la région, organisent un commerce aussi lucratif qu'abominable. Le processus est d'une efficacité glaçante. Les Beaumont repèrent les enfants les plus vulnérables, orphelins, enfants de familles ruinées, bâtards de nobles soucieux de faire disparaître les preuves de leurs écarts. Ces enfants sont ensuite vendus à des familles de l'aristocratie qui, pour diverses raisons, ont besoin d'héritiers discrets. Le registre révèle également l'existence d'un protocole médical terrifiant. Les enfants destinés à remplacer des héritiers décédés subissent des traitements d'adaptation, administrés par un mystérieux personnage désigné sous le nom de Docteur Malpractice. Ces traitements, décrits en détail dans le registre, combinent l'usage de drogues amnésiantes avec des techniques de suggestion psychologique destinées à implanter de faux souvenirs. Le sujet présente une excellente réceptivité au traitement, note Pierre-Antoine à propos d'un enfant de 12 ans. Après 6 semaines d'application du protocole, il a complètement oublié son nom d'origine et répond naturellement à sa nouvelle identité. Il évoque spontanément des souvenirs d'enfance cohérents avec sa nouvelle famille d'adoption. Ces méthodes d'effacement et de reconditionnement de la mémoire expliquent pourquoi les familles acheteuses peuvent intégrer si facilement les enfants achetés. Les victimes elles-mêmes finissent par croire sincèrement appartenir à leur nouvelle famille, ayant perdu tout souvenir de leur existence antérieure. Certains sont destinés à remplacer des enfants légitimes morts en bas âge, permettant aux familles de conserver leurs titres et héritages. D'autres servent de doublure pour des héritiers légitimes qu'on veut protéger d'éventuels attentats politiques. D'autres encore sont intégrés à des familles nobles, désireuses d'adopter secrètement des enfants pour renforcer leurs alliances matrimoniales futures. Le registre révèle que chaque transaction rapporte au Beaumont entre 500 et 2000 livres, selon l'âge, l'apparence et les qualités de l'enfant. Les sommes sont colossales pour l'époque. En 15 ans, ils auraient ainsi placé plus de 150 enfants, amassant une fortune considérable. Mais ce qui glace le plus le sang de sœur Marie-Agnès, c'est la découverte d'une section spéciale du registre intitulée « Échecs et corrections ». Elle y apprend que certains enfants résistent au traitement d'effacement mémoriel. Ces cas récalcitrants nécessitent des corrections plus radicales, euphémismes qui dissimulent mal la réalité des tortures psychologiques et physiques infligées aux victimes les plus résistantes. Mais sœur Marie-Agnès découvre bientôt que l'horreur ne s'arrête pas là. En poursuivant sa lecture du registre rouge, elle apprend que certains enfants ne sont pas destinés à l'adoption. Les plus récalcitrants, ceux qui posent trop de questions ou menacent de révéler la vérité, subissent un sort plus sinistre. Une section du registre, rédigée dans un code que la religieuse parvient peu à peu à déchiffrer, révèle l'existence d'un protocole d'élimination pour les éléments perturbateurs. Ces enfants sont emmenés discrètement hors de l'Institut lors de nuits sans lune, embarqués sur des bateaux qui descendent la Loire jusqu'au marécage de l'embouchure où ils disparaissent à jamais. Le nom de Charles-Henri de Montbrison apparaît dans cette liste noire, accompagné de la mention « Trop curieux » avait découvert l'existence du registre. Protocole appliqué avec succès le 15 février 1664. Sœur Marie-Agnès comprend alors que le garçon n'est pas mort de maladie et de froid. Il a été assassiné parce qu'il avait découvert la vérité sur l'Institut. Sa prétendue maladie n'était peut-être que le résultat d'un empoisonnement lent,
destinée à faire croire à une mort naturelle. La religieuse découvre également que plusieurs membres du personnel sont complices du trafic. Marguerite de Beaumont, loin d'être la pieuse éducatrice qu'elle prétend, est en réalité le cerveau de l'organisation. C'est elle qui établit les contacts avec les familles acheteuses, elle qui évalue la valeur marchande de chaque enfant, elle qui organise les transports clandestins. Même certains précepteurs et domestiques touchent des commissions sur les placements. Un réseau complexe de complicité s'étend bien au-delà de l'Institut, impliquant des notables locaux, des membres du clergé et même des représentants de l'autorité royale dans la région. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à sœur Marie-Agnès maintenant qu'elle connaît la vérité. Terrifiée par ces découvertes, mais déterminée à sauver les enfants encore présents, à l'Institut, sœur Marie-Agnès élabore un plan désespéré. Elle ne peut pas s'adresser aux autorités locales, sachant que plusieurs d'entre elles sont corrompues. Elle ne peut pas non plus fuir l'Institut sans abandonner les innocents à leur sort. Elle décide donc de tout consigner par écrit, dans l'espoir que son témoignage survive et puisse un jour confondre les coupables. Chaque nuit, après les prières du soir, elle se retire dans sa cellule et rédige méticuleusement le récit de ses découvertes dans un journal qu'elle dissimule dans une cavité creusée derrière une pierre descellée du mur. Parallèlement, elle tente discrètement d'établir des contacts avec l'extérieur. Elle glisse des messages cryptés dans les lettres qu'elle envoie à sa sœur, religieuse dans un couvent de Paris. Elle espère que celle-ci comprendra ses allusions et alertera les autorités ecclésiastiques de la capitale. Mais sœur Marie-Agnès ne se contente pas d'écrire. Elle organise également une forme de résistance passive à l'intérieur de l'Institut. Elle commence à perdre les dossiers des enfants les plus vulnérables, à égarer la correspondance entre les Beaumont et leurs clients. Elle retarde les procédures administratives, invente des prétextes pour reporter les départs programmés. Cette stratégie fonctionne pendant plusieurs mois. Le rythme des placements ralentit sensiblement. Plusieurs transactions tombent à l'eau à cause de complications que sœur Marie-Agnès a secrètement orchestrées. Mais cette résistance ne passe pas inaperçue. Pierre-Antoine et Marguerite de Beaumont remarquent rapidement les dysfonctionnements qui perturbent leur organisation. Ils commencent à soupçonner qu'une taupe sabote leurs activités. L'automne 1667 voit s'intensifier la surveillance dont fait l'objet sœur Marie-Agnès. Marguerite de Beaumont trouve des prétextes pour fouiller régulièrement sa cellule. Des domestiques commencent à l'épier discrètement, notant ses allées et venues, ses conversations avec les enfants. La religieuse comprend que ses jours sont comptés quand elle découvre que ses lettres à sa sœur sont interceptées et décachetées avant d'être expédiées. Les Beaumont ont percé à jour son système de communication crypté. La situation devient critique quand Célestine de Montclair, l'étrange fillette arrivée 4 ans plus tôt, vient trouver sœur Marie-Agnès un soir d'octobre. Celle qui n'est plus une enfant mais une adolescente de 16 ans aux yeux perçants révèle alors sa véritable identité. « Ma sœur », murmure-t-elle en s'agenouillant devant la religieuse. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Mon vrai nom est Marie-Catherine de Brinvilliers. Et je suis ici en mission secrète pour le compte de la lieutenance générale de police de Paris. » Sœur Marie-Agnès reste interdite. Cet enfant qu'elle a vu grandir, étudier, qu'elle croyait connaître, est en réalité un agent des autorités. Célestine, ou plutôt Marie-Catherine, lui explique que des rumeurs concernant l'Institut Saint-Raphaël sont parvenues jusqu'à Paris. Gabriel Nicolas de la Reynie, le lieutenant général de police, a décidé d'envoyer un agent infiltré pour enquêter. « Cela fait 4 ans que je rassemble des preuves », poursuit la jeune femme. « Mais les Beaumont sont prudents et leur connexion puissante. Il me fallait des témoignages précis, des documents irréfutables. C'est pourquoi j'ai attendu que quelqu'un d'autre découvre la vérité et la consigne par écrit. » Sœur Marie-Agnès comprend alors que ses activités clandestines n'ont jamais été vraiment secrètes.
Célestine l'observait, l'encourageait, discrètement dans ses investigations, attendant le moment opportun pour révéler sa mission. « Nous devons agir vite », reprend Marie-Catherine. « J'ai appris que les Beaumont préparent un grand nettoyage pour éliminer tous les témoins gênants. Ils savent qu'une enquête officielle se prépare et veulent effacer toutes les traces compromettantes. » Les événements se précipitent dans les derniers jours d'octobre 1667. Sœur Marie-Agnès et Marie-Catherine de Brinvilliers élaborent un plan pour faire évader les enfants encore présents à l'Institut tout en préservant les preuves de leurs crimes. Mais leurs préparatifs sont découverts par un domestique fidèle au Beaumont. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, Pierre-Antoine de Beaumont convoque sœur Marie-Agnès dans son bureau sous prétexte de discuter de l'organisation des prières pour les morts. Ce qui se passe dans ce bureau ne sera jamais élucidé avec certitude. Les seuls témoins directs de cette confrontation sont les protagonistes eux-mêmes, et leur version des faits diverge radicalement. Selon Pierre-Antoine de Beaumont, sœur Marie-Agnès aurait avoué avoir volé de l'argent destiné aux œuvres de charité de l'Institut. Prise de remords et de honte, elle se serait jetée par la fenêtre du bureau, situé au 2e étage du manoir. Sa mort aurait été accidentelle, résultat d'un geste désespéré de culpabilité. Mais cette version ne résiste pas à l'examen. Marie-Catherine de Brinvilliers, qui observait les abords du bureau depuis les jardins, affirme avoir vu 3 silhouettes dans la pièce. Pierre-Antoine, Marguerite et sœur Marie-Agnès. Elle assure avoir entendu des éclats de voix, puis un cri étouffé, suivi d'un silence inquiétant. Quand on retrouve le corps de la religieuse dans la cour pavée, son visage porte des traces de violence qui ne correspondent pas à une chute accidentelle. Ses mains sont maculées d'encre, comme si elle avait tenté d'écrire jusqu'au dernier moment. Marie-Catherine de Brinvilliers comprend que le temps presse. La mort de sœur Marie-Agnès signifie que les Beaumont sont passés à l'action finale. Elle doit impérativement sauver les preuves accumulées par la religieuse avant qu'elles ne soient détruites. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, elle parvient à s'introduire dans la cellule de sœur Marie-Agnès et récupère le journal caché derrière la pierre descellée. Ce qu'elle lit dans les dernières pages, rédigées les jours précédant le meurtre, la remplit d'effroi. La religieuse avait découvert que les Beaumont préparaient effectivement un grand nettoyage. Tous les enfants encore présents à l'Institut devaient disparaître dans les jours suivants. Certains seraient expédiés vers des destinations lointaines où ils ne pourraient jamais témoigner. D'autres, jugés trop dangereux, subiraient le même sort que Charles-Henri de Montbrison. Plus terrifiante encore, sœur Marie-Agnès avait appris que l'Institut allait être fermé définitivement. Les Beaumont avaient acheté des propriétés en Nouvelle-France où ils comptaient poursuivre leurs activités loin de toute surveillance. L'Institut Saint-Raphaël devait disparaître dans un incendie accidentel qui effacerait toutes les preuves de leurs crimes. Marie-Catherine réalise qu'elle n'a que quelques heures pour agir. Elle tente de réveiller discrètement les enfants, les plus âgés pour organiser une évasion collective, mais il est déjà trop tard. Des hommes armés, visiblement des mercenaires recrutés par les Beaumont, gardent désormais tous les accès de l'Institut. Dans un geste désespéré, elle décide de devancer les Beaumont et de provoquer elle-même l'incendie, espérant créer suffisamment de confusion pour permettre aux enfants de s'échapper. Elle embrase d'abord les écuries, comptant sur le vent de nord-ouest pour propager les flammes vers le bâtiment principal. Son plan fonctionne partiellement. L'incendie se développe rapidement, semant la panique parmi les gardiens. Dans le chaos qui s'ensuit, une dizaine d'enfants parviennent à s'enfuir vers les berges de la Loire, où des bateliers complices les attendent. Mais Marie-Catherine n'a pas prévu la réaction des Beaumont. Plutôt que de fuir comme elle l'espérait, ceux-ci décident de tirer parti de la situation pour éliminer définitivement tous les témoins gênants. Aidés de leurs complices armés, ils rassemblent les enfants qui n'ont pas pu s'échapper et les enferment dans la partie du manoir, non encore touchée par les flammes. Ce qui se passe dans les dernières heures de l'Institut Saint-Raphaël restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui survécurent à cette nuit d'horreur.
Marie-Catherine de Brinvilliers, cachée dans les combles en flammes, assiste impuissante au dernier acte de la tragédie. Pierre-Antoine et Marguerite de Beaumont, conscients que leur organisation est définitivement compromise, décident d'appliquer une stratégie de terre brûlée. Plutôt que de laisser des témoins vivants qui pourraient les incriminer, ils choisissent de faire disparaître toute trace de leurs activités dans un brasier gigantesque. Les enfants restants, une vingtaine, de garçons et de filles âgés de 8 à 15 ans, sont rassemblés dans la grande salle de l'Institut. Les Beaumont leur annoncent qu'ils vont tous périr dans l'incendie, mais qu'ils ont le choix de la manière. Mourir asphyxiés par les fumées, ou boire une potion qui les endormira définitivement sans douleur. Plusieurs enfants, terrifiés, acceptent de boire le poison. D'autres, plus combatifs, tentent de résister et de s'échapper. Une lutte désespérée s'engage dans la grande salle enfumée, illuminée par les lueurs rougeâtres de l'incendie qui gagne du terrain. Marie-Catherine, depuis sa cachette, voit Marguerite de Beaumont forcer plusieurs enfants à ingérer le poison tandis que Pierre-Antoine, armé d'un pistolet, abat ceux qui tentent de fuir. Le spectacle est d'une horreur absolue. Ces prétendus éducateurs chrétiens massacrent froidement les innocents qu'ils étaient censés protéger. Quand les flammes atteignent enfin la grande salle, il ne reste plus que les corps inertes des victimes et les silhouettes des bourreaux qui disparaissent dans la fumée. Marie-Catherine, à demi asphyxiée, parvient à s'échapper par une lucarne et se laisse tomber dans les jardins. L'incendie de l'Institut Saint-Raphaël fait grand bruit dans la région. Les autorités locales dépêchent immédiatement une commission d'enquête pour déterminer les causes de la catastrophe et établir le bilan des victimes. Officiellement, l'incendie aurait été causé par la chute d'une chandelle dans les écuries. Le feu se serait propagé rapidement à l'ensemble des bâtiments à cause du vent et de la sécheresse de l'automne. Pierre-Antoine et Marguerite de Beaumont auraient péri en tentant héroïquement de sauver leurs pensionnaires. Au total, on dénombre 37 victimes, les 2 directeurs, 3 membres du personnel enseignant et 32 enfants. Cette version officielle convient parfaitement aux autorités locales. Elle évite un scandale qui éclabousserait plusieurs familles nobles de la région et compromettrait des intérêts politiques et financiers considérables. L'enquête est rapidement close, les témoins gênants sont écartés ou achetés, les dossiers sont classés. Mais Marie-Catherine de Brinvilliers refuse de se satisfaire de cette vérité officielle. Munie du journal de sœur Marie-Agnès et de ses propres observations, elle remonte à Paris pour faire son rapport à Gabriel Nicolas de la Reynie. Celui-ci l'écoute attentivement, examine les preuves qu'elle lui présente, puis range le dossier dans un coffre-fort avec cette annotation « Affaire trop sensible, à ne rouvrir qu'en cas de nécessité absolue ». La lieutenance générale de police de Paris préfère étouffer le scandale plutôt que de s'attaquer à un réseau qui implique des personnalités trop influentes. Marie-Catherine reçoit l'ordre de garder le silence sous peine de poursuite pour diffamation et atteinte à l'ordre public. Amère et désillusionnée, la jeune femme comprend que la justice des hommes ne rendra jamais compte de l'horreur qu'elle a vécue. Elle décide de disparaître, changeant d'identité et s'exilant dans une province lointaine où elle finira sa vie sous un faux nom. Pourtant, tous les témoins de la tragédie de l'Institut Saint-Raphaël n'ont pas disparu. Les 10 enfants qui avaient réussi à s'échapper grâce au stratagème de Marie-Catherine ont survécu et ont été recueillis par des familles de la région. Mais leur témoignage est systématiquement écarté par les autorités. Traumatisés par ce qu'ils ont vécu, souvent très jeunes, ils peinent à donner une version cohérente des événements. Leurs récits, fragmentaires et parfois contradictoires, sont attribués au choc psychologique qu'ils ont subi. Plusieurs de ces survivants tentent, une fois adultes, de faire connaître la vérité sur l'Institut. Mais leur démarche se heurte toujours au même mur de silence. Les uns sont discrédités comme des affabulateurs en quête de notoriété. D'autres subissent des pressions qui les contraignent au silence. Certains disparaissent mystérieusement quand leurs révélations deviennent trop gênantes. Un seul de ces témoins parvient à laisser une trace durable de son témoignage. Il s'agit de Jean-Baptiste Roussel,
fils d'un marchand de Tours, qui avait 12 ans lors de l'incendie. Devenu adulte, il rédige un mémoire détaillé de ses souvenirs qu'il fait déposer chez un notaire de Paris avec instruction de ne l'ouvrir qu'un siècle après sa mort. Ce document, découvert en 1789 dans les archives du notaire Maître Berthier, lors des troubles révolutionnaires, révèle des détails glaçants sur le fonctionnement interne de l'Institut. Jean-Baptiste y décrit précisément les méthodes utilisées par les Beaumont pour sélectionner leurs victimes, les circuits utilisés pour acheminer les enfants vers leurs acheteurs, et surtout les noms de plusieurs complices haut placés. Parmi ces noms figure celui du comte de Bussy-Rabutin, cousin de Madame de Sévigné, celui du marquis de Montespan, parent de la célèbre favorite royale, et même celui de François-Michel Le Tellier de Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV. Des révélations qui, si elles avaient été rendues publiques à l'époque, auraient ébranlé les fondements mêmes de la monarchie. Mais l'histoire de l'Institut Saint-Raphaël ne s'arrête pas avec l'incendie de 1667. Les ramifications du réseau créé par les Beaumont continuent d'opérer pendant des décennies, adaptant leurs méthodes aux évolutions politiques et sociales du royaume. Des documents retrouvés dans les archives secrètes de la Bastille après sa prise en 1789 révèlent l'existence d'un réseau des innocents, organisation clandestine qui perpétuait les activités initiées à l'Institut Saint-Raphaël. Cette structure, dirigée par d'anciens complices des Beaumont, avait étendu ses ramifications dans toute la France, infiltrant orphelinats, couvents et institutions charitables. Le réseau fonctionnait selon un système de cellules cloisonnées, chaque maillon ignorant l'existence des autres. À la tête de cette organisation se trouvait un personnage mystérieux, surnommé l'Abbé Noir, dont l'identité réelle ne fut jamais établie avec certitude. Certains indices suggèrent qu'il pourrait s'agir de Pierre-Antoine de Beaumont lui-même, qui aurait survécu à l'incendie de l'Institut et continué ses activités sous une fausse identité. Cette hypothèse troublante trouve un certain crédit dans un document découvert en 1823 lors de travaux de démolition dans un ancien hôtel particulier du faubourg Saint-Germain. Il s'agit d'une lettre datée de 1702, soit 35 ans après l'incendie, portant la signature P.A. de B. et évoquant explicitement la nécessité de maintenir les traditions de Saint-Raphaël malgré les difficultés passées. Au-delà des implications politiques et criminelles, l'affaire de l'Institut Saint-Raphaël pose la question lancinante du sort des centaines d'enfants qui ont disparu dans les mailles de ce réseau monstrueux. Combien de vies brisées, combien de destins détournés, combien de familles déchirées par cette machine à broyer les innocents. Les recherches entreprises au XIXe siècle par des historiens indépendants ont permis d'identifier partiellement le sort de quelques-unes de ces victimes. Certaines ont effectivement été adoptées par des familles nobles qui les ont intégrées à leur lignée, leur offrant paradoxalement une vie meilleure que celle qu'elles auraient connue dans leur famille d'origine. D'autres ont servi de doublure à des héritiers légitimes, vivant dans l'ombre de châteaux où elles étaient maintenues en cas de besoin. Quelques-unes ont été expédiées dans les colonies françaises d'Amérique, où elles ont fondé des familles sous de fausses identités. Mais pour la majorité de ces enfants, le mystère demeure entier. Leurs traces se perdent dans les méandres de l'histoire, ne laissant derrière elles que des noms griffonnés dans des registres clandestins et des souvenirs douloureux dans la mémoire de quelques témoins. L'un des cas les plus troublants est celui d'une fillette de 8 ans, Marie-Jeanne de Courtenvaux, mentionnée plusieurs fois dans le journal de sœur Marie-Agnès. Cette enfant, décrite comme particulièrement intelligente et attachante, avait été confiée à l'Institut par une famille de petite noblesse ruinée par les guerres. Selon les notes de la religieuse, Marie-Jeanne aurait été placée en Santiso 1665, auprès d'une famille de financiers parisiens désireuse d'adopter discrètement une héritière. Mais aucune trace de cette adoption n'a jamais été retrouvée dans les archives officielles. La fillette semble avoir purement et simplement disparu de l'histoire.
Ce sort tragique, Marie-Jeanne l'a partagé avec des dizaines d'autres enfants dont les noms ne survivent aujourd'hui que dans les pages jaunies du journal de sœur Marie-Agnès. Autant de petites victimes anonymes d'un système qui les traitait comme de vulgaires marchandises. Parmi toutes les énigmes que soulève l'affaire de l'Institut Saint-Raphaël, celle de la véritable identité de Célestine de Montclair ou Marie-Catherine de Brinvilliers demeure l'une des plus troublantes. Car si les archives de la lieutenance générale de police confirment bien l'existence d'une mission d'infiltration à l'Institut, elles ne permettent pas d'établir avec certitude l'identité de l'agent chargé de cette mission. Le nom de Marie-Catherine de Brinvilliers pose d'ailleurs un problème chronologique troublant. En effet, les archives judiciaires mentionnent bien une Marie-Madeleine Marguerite de Brinvilliers, célèbre empoisonneuse exécutée en 1676 pour avoir tué son père et ses frères. Mais cette femme, née en 1630, était déjà adulte au moment des événements de l'Institut, et son parcours criminel est parfaitement documenté. Qui était donc cette mystérieuse Marie-Catherine qui prétendait porter le même nom? S'agissait-il d'une parente de l'empoisonneuse, utilisant une identité d'emprunt pour sa mission d'infiltration? Ou bien d'une autre personne encore, dont la véritable identité aurait été soigneusement dissimulée par les autorités? Cette question prend une dimension encore plus troublante quand on découvre, dans les archives du couvent de la Visitation de Meaux, la trace d'une religieuse nommée Sœur Marie-Catherine, entrée en religion en 1668, soit quelques mois après l'incendie de l'Institut. Cette femme, décrite comme jeune et ayant vécu des épreuves terribles qui l'ont marquée à jamais, aurait vécu dans une réclusion quasi totale jusqu'à sa mort en 1702. Les quelques témoignages conservés la décrivent comme hantée par des cauchemars récurrents où elle évoquait des enfants en flammes et des bourreaux en habits de piété. Aurait-elle été la mystérieuse infiltrée de l'Institut Saint-Raphaël, trouvant dans la vie monastique un refuge contre les horreurs qu'elle avait vécues? Un détail troublant renforce cette hypothèse. Lors de sa prise de voile, cette Sœur Marie-Catherine a remis à la Mère supérieure un petit coffret de métal qu'elle a fait jurer de ne jamais ouvrir de son vivant. Ce coffret, ouvert après sa mort conformément à ses dernières volontés, contenait un carnet rédigé dans un code mystérieux et plusieurs objets personnels ayant appartenu à des enfants. Une petite croix en argent, quelques mèches de cheveux de différentes couleurs, des fragments de lettres jamais envoyés. Le carnet, partiellement déchiffré au XIXe siècle par un érudit spécialisé dans les codes anciens, révèle des fragments de souvenirs terrifiants qui correspondent exactement aux événements de l'Institut Saint-Raphaël. On y trouve notamment cette phrase glaçante « J'ai vu des anges tomber en enfer, et leurs bourreaux porter l'habit de la vertu. » Plus troublante encore, le carnet contient une liste de noms qui correspondent exactement aux enfants disparus de l'Institut selon le registre de sœur Marie-Agnès. Comme si cette mystérieuse Marie-Catherine avait tenu, elle aussi, un recensement secret des victimes du réseau Beaumont. Ces éléments convergents suggèrent fortement que Célestine de Montclair et sœur Marie-Catherine ne font qu'une seule et même personne. Une femme qui, après avoir infiltré l'Institut et assisté à ses horreurs, a choisi de s'enfermer dans un couvent pour expier sa culpabilité de n'avoir pu sauver toutes les victimes. Mais cette identification soulève de nouvelles questions troublantes. Comment une enfant de 12 ans a-t-elle pu être chargée d'une mission d'infiltration aussi dangereuse? Qui étaient ses véritables commanditaires? Et surtout, que savait-elle exactement sur les activités de l'Institut avant même d'y mettre les pieds? Une hypothèse particulièrement sombre émerge de l'analyse des archives. Célestine Marie-Catherine pourrait avoir été elle-même une ancienne victime du réseau. Beaumont, sauvé in extremis par les autorités et retourné contre ses anciens bourreaux. Cette théorie expliquerait sa connaissance précise du fonctionnement interne de l'Institut et sa capacité à s'y intégrer si naturellement. Si cette hypothèse est exacte, cela signifierait que les autorités étaient au courant des activités criminelles de l'Institut depuis plusieurs années, mais qu'elles ont préféré infiltrer le réseau plutôt que de le démanteler immédiatement.
Une stratégie qui visait peut-être à identifier tous les complices et clients avant de frapper, mais qui a coûté la vie à de nombreux innocents entre-temps. L'affaire de l'Institut Saint-Raphaël jette également une lumière troublante sur certains épisodes ultérieurs de l'histoire française. Plusieurs historiens ont établi des liens troublants entre le réseau des Beaumont et d'autres scandales qui ont secoué l'Ancien Régime. L'affaire des Poisons, qui éclabousse la cour de Louis XIV dans les années 1670-1680, pourrait ainsi être en partie liée aux ramifications du trafic d'enfants organisé depuis l'Institut. Plusieurs des personnalités impliquées dans ce scandale figurent en effet dans les listes de clients mentionnées dans le journal de sœur Marie-Agnès. Cette connexion devient particulièrement troublante quand on examine les témoignages de Catherine Deschaise, dite la Voisin, la célèbre empoisonneuse au centre de l'affaire. Lors de ses interrogatoires, elle évoque à plusieurs reprises des livraisons d'enfants organisées pour le compte de grandes dames de la cour. Ces enfants, selon ses dires, n'étaient pas destinés aux messes noires comme on l'a longtemps cru, mais à des remplacements discrets dans certaines familles aristocratiques. Il y a bien des héritiers à Versailles qui ne sont pas nés dans les lits où ils prétendent avoir vu le jour, aurait déclaré la Voisin, lors d'un interrogatoire secret dont les minutes ne furent découvertes qu'au XIXe siècle. Et il y a bien des enfants du peuple qui portent aujourd'hui les plus grands noms de France sans le savoir. Ces révélations éclairent d'un jour nouveau certains aspects mystérieux de l'affaire des Poisons. Si le scandale a été si soigneusement étouffé par Louis XIV, ce n'était peut-être pas seulement pour protéger la réputation de ses maîtresses, mais pour éviter que n'éclate au grand jour l'existence d'un trafic d'enfants qui compromettait la légitimité même de plusieurs grandes lignées du royaume. De même, la mystérieuse affaire de l'homme au masque de fer, ce prisonnier dont l'identité ne fut jamais révélée et qui mourut à la Bastille en 1703, pourrait être lié au secret de l'Institut. Certains historiens émettent l'hypothèse que ce prisonnier aurait été un témoin gênant du trafic organisé par les Beaumont, maintenu en vie, mais dans un isolement total pour éviter qu'il ne révèle des vérités compromettantes pour la monarchie. Cette théorie prend une dimension troublante quand on découvre que l'homme au masque de fer a été arrêté en 1669, soit 2 ans après l'incendie de l'Institut. Les dates correspondent parfaitement avec l'hypothèse selon laquelle il aurait pu être un complice des Beaumont ayant tenté de faire chanter la couronne avec les secrets qu'il détenait. Plus intriguant encore, les geôliers de la Bastille rapportent que ce mystérieux prisonnier évoquait parfois dans son délire les enfants perdus de Saint-Raphaël et les péchés cachés des grands de ce monde. Des paroles qui prennent un sens nouveau à la lumière de l'affaire de l'Institut. Ces connexions, si elles ne peuvent être établies avec certitude, suggèrent que l'affaire de l'Institut Saint-Raphaël n'était que la partie visible d'un iceberg autrement plus massif. Un système de corruption et de criminalité qui gangrenait les élites de l'Ancien Régime et dont les ramifications s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. L'analyse des archives royales révèle d'ailleurs que plusieurs enquêtes secrètes ont été diligentées par la couronne dans les années qui suivirent l'incendie de l'Institut. Ces investigations, menées par des agents de confiance du roi, visaient manifestement à identifier et neutraliser les autres maillons du réseau créé par les Beaumont. Un rapport confidentiel daté de 1672, découvert dans les archives de Colbert, évoque l'existence d'au moins 6 autres établissements similaires à l'Institut Saint-Raphaël dans différentes provinces du royaume. Ces institutions, toutes dirigées par d'anciens complices ou disciples des Beaumont, perpétuaient les mêmes pratiques criminelles sous couvert d'œuvres charitables ou éducatives. Il conviendrait de procéder avec la plus grande discrétion, note l'auteur anonyme de ce rapport, car les personnalités impliquées dans ce commerce incluent des membres de notre propre famille royale et des ministres actuellement en fonction. Une révélation publique causerait un scandale qui ébranlerait les fondements mêmes de l'État. Cette prudence extrême des autorités explique sans doute pourquoi
l'affaire de l'Institut Saint-Raphaël a été si soigneusement étouffée, et pourquoi tant de zones d'ombre persistent encore aujourd'hui autour de cette histoire? La vérité était tout simplement trop dangereuse pour être révélée au grand jour, pourrait ainsi être en partie liée aux ramifications du trafic d'enfants organisé depuis l'Institut. Plusieurs des personnalités impliquées dans ce scandale figurent en effet dans les listes de clients mentionnées dans le journal de sœur Marie-Agnès. De même, la mystérieuse affaire de l'homme au masque de fer, ce prisonnier dont l'identité ne fut jamais révélée et qui mourut à la Bastille en 1703, pourrait être lié au secret de l'Institut. Certains historiens émettent l'hypothèse que ce prisonnier aurait été un témoin gênant du trafic organisé par les Beaumont, maintenu en vie, mais dans un isolement total pour éviter qu'il ne révèle des vérités compromettantes pour la monarchie. Ces connexions, si elles ne peuvent être établies avec certitude, suggèrent que l'affaire de l'Institut Saint-Raphaël n'était que la partie visible d'un iceberg autrement plus massif. Un système de corruption et de criminalité qui gangrenait les élites de l'Ancien Régime et dont les ramifications s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Cette révélation vous glace-t-elle le sang? Pensez-vous que tout cela a pu réellement se produire? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos enquêtes historiques et partagez cette histoire avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères les plus sombres de notre passé. Mais l'histoire de l'Institut Saint-Raphaël ne s'achève pas avec la Révolution française. Au contraire, les bouleversements politiques et sociaux de cette période semblent avoir libéré des forces longtemps contenues, permettant à d'anciens réseaux clandestins de ressurgir sous de nouvelles formes. En 1804, l'établissement du Premier Empire et la réorganisation de l'administration napoléonienne voient émerger de nouveaux scandales liés au trafic d'enfants. L'affaire de l'orphelinat de Sainte-Pélagie, à Paris, révèle l'existence d'un réseau similaire à celui des Beaumont, dirigé par d'anciens nobles ralliés au régime impérial. L'enquête menée par le préfet de police Dubois révèle des méthodes identiques à celles pratiquées à l'Institut Saint-Raphaël. Sélection d'enfants vulnérables, falsification de documents d'état civil, vente clandestine à des familles fortunées. Plus troublante encore, plusieurs des protagonistes de cette affaire portent des noms qui rappellent étrangement ceux mentionnés dans les archives de l'Institut. Ainsi, un certain Antoine de Beaumont-Granville, présenté comme le directeur de l'orphelinat de Sainte-Pélagie, pourrait-il être un descendant direct de Pierre-Antoine de Beaumont? Les ressemblances troublantes entre les deux hommes, même méthode, même connexion dans l'aristocratie, même capacité à corrompre, les autorités suggèrent une filiation qui dépasse la simple coïncidence. Cette hypothèse prend une dimension encore plus sinistre quand on découvre que l'orphelinat de Sainte-Pélagie occupait un ancien couvent dont une partie des bâtiments avait été rachetée en 1788 par une société anonyme dirigée par des investisseurs dont les noms figurent sur les listes de clients de l'Institut Saint-Raphaël. L'élément le plus troublant de toute cette affaire demeure cependant la découverte, en 1847, du journal complet de sœur Marie-Agnès. Cette trouvaille exceptionnelle eut lieu lors de travaux de restauration entrepris sur les ruines de l'ancien Institut Saint-Raphaël, racheté par un industriel parisien désireux d'y établir une manufacture. Les ouvriers chargés de démolir les derniers pans de murs encore debout découvrirent, dissimulés dans une cavité murée, une cassette de métal contenant plusieurs documents parfaitement conservés. Outre le journal de la religieuse, cette cassette renfermait des lettres, des plans détaillés de l'Institut, et surtout une liste complète des enfants traités par l'établissement entre 1652 et 1667. Ce document, d'une précision effrayante, révèle l'ampleur réelle du trafic organisé par les Beaumont. Au total, ce ne sont pas 150 enfants qui ont été victimes du réseau, comme le suggéraient les premières estimations, mais près de 400. 400 vies détournées, manipulées, brisées par cette machine à broyer les innocents. Le journal révèle également des détails encore plus troublants sur les derniers jours de l'Institut.
Ainsi, sœur Marie-Agnès y décrit sa dernière conversation avec Célestine, Marie-Catherine, au cours de laquelle celle-ci lui aurait révélé l'existence d'autres établissements similaires dans différentes régions de France. « Ma chère sœur », aurait déclaré la mystérieuse jeune femme, « ce que vous avez découvert ici n'est qu'un maillon d'une chaîne autrement plus longue, de Lille à Marseille, de Nantes à Strasbourg. Des dizaines d'institutions similaires perpétuent ce commerce abominable. L'Institut Saint-Raphaël n'était qu'un laboratoire, un modèle destiné à être reproduit à grande échelle. Cette révélation jette une lumière terrifiante sur l'étendue possible du réseau criminel découvert par la religieuse. Loin d'être un cas isolé, l'Institut Saint-Raphaël aurait été le prototype d'un système organisé à l'échelle nationale, bénéficiant de protection au plus haut niveau de l'État. Les dernières pages du journal de sœur Marie-Agnès, rédigées dans les heures précédant sa mort, constituent un témoignage d'une intensité bouleversante. La religieuse, consciente que ses jours sont comptés, y consigne ses dernières découvertes et ses ultimes réflexions sur l'horreur qu'elle a dévoilée. « Je sais qu'ils viennent me chercher », écrit-elle d'une écriture de plus en plus tremblée. « J'entends leurs pas dans les couloirs, je vois leurs ombres passer devant ma porte, mais peu m'importe désormais. J'ai accompli ce que le Seigneur attendait de moi, révéler la vérité, témoigner pour ces innocents qui n'avaient plus de voix pour crier leur souffrance. » La religieuse évoque ensuite sa rencontre avec Pierre-Antoine de Beaumont, quelques heures avant sa mort. Contrairement à la version officielle qui présenterait sa chute comme accidentelle, sœur Marie-Agnès décrit précisément les menaces dont elle fait l'objet et les pressions exercées pour qu'elle détruise ses écrits. Il m'a proposé de l'or, beaucoup d'or, pour que j'oublie ce que j'ai vu. Puis il m'a menacé des pires tourments si je persistais dans mon obstination. Enfin, il m'a montré le sort qui attend ceux qui s'opposent à sa volonté. Un petit coffret contenant des dents d'enfant, des mèches de cheveux, des fragments d'os. Les derniers vestiges de ceux qui ont tenté, avant moi, de révéler la vérité. Les dernières lignes du journal, presque illisibles tant l'écriture est hâtive, constituent un message d'espoir désespéré à destination de la postérité. Si ces mots parviennent un jour entre des mains honnêtes, qu'on sache que tout n'aura pas été vain. Les noms sont consignés, les preuves rassemblées, la vérité établie. À vous qui me lirez, je confie le soin de rendre justice à tous ces innocents. Ils ont découvert que j'écris, mais ils ne découvriront pas où j'ai caché mes écrits. Que Dieu vous guide vers la lumière que j'ai tenté de préserver dans ces ténèbres. Aujourd'hui encore, plus de 3 siècles après les événements de l'Institut Saint-Raphaël, de nombreuses zones d'ombre persistent autour de cette affaire. Les archives officielles demeurent lacunaires, les témoignages contradictoires, les preuves insuffisantes pour établir définitivement la vérité. Faut-il y voir le résultat d'une volonté délibérée d'effacement? Ou simplement les outrages du temps qui ont fait disparaître les traces d'un passé que certains préféraient oublier? La question demeure entière, alimentant les spéculations les plus diverses. Ce qui est certain, c'est que l'affaire de l'Institut Saint-Raphaël continue de hanter la mémoire collective française. Régulièrement, des historiens indépendants tentent de rouvrir le dossier, de retrouver de nouvelles preuves, d'établir enfin la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans ce manoir des bords de Loire. Leurs recherches butent invariablement sur les mêmes obstacles, documents disparus, archives inaccessibles, familles qui refusent de témoigner, comme si une chape de plomb continuait de peser sur cette histoire, protégeant encore aujourd'hui les secrets de ceux qui ont organisé ce trafic monstrueux. Leurs recherches butent invariablement sur les mêmes obstacles, documents disparus, archives inaccessibles, familles qui refusent de témoigner, comme si une chape de plomb continuait de peser sur cette histoire, protégeant encore les secrets de ceux qui ont organisé ce trafic monstrueux. Alors que croire? Cette histoire terrifiante de l'Institut Saint-Raphaël et du réseau de trafic d'enfants organisé par la famille Beaumont a-t-elle réellement existé? Ou n'est-elle qu'une légende noire alimentée par des siècles de rumeurs et de spéculations?
Les éléments que nous avons rassemblés suggèrent fortement que quelque chose de terrible s'est effectivement passé dans ce manoir des bords de Loire au XVIIe siècle. Trop de témoignages convergent, trop de documents concordent, trop d'indices s'accumulent pour qu'il s'agisse d'une pure invention. Mais la vérité complète nous échappera peut-être à jamais, protégée par le silence de ceux qui ont intérêt à ce qu'elle demeure enfouie. Car derrière cette affaire se cache peut-être une réalité encore plus terrifiante, celle d'un système organisé qui a pu perdurer pendant des siècles, s'adaptant aux changements politiques et sociaux, continuant de sévir dans l'ombre de nos institutions les plus respectables. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus troublantes de notre passé. Pensez-vous que tout cela soit vraiment arrivé? Que cachent encore les archives de nos institutions? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères enfouis de l'histoire de France. Et partagez cette enquête avec tous ceux qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les mensonges officiels. Car la vérité, aussi terrible soit-elle, mérite toujours d'être révélée. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera enfin les preuves définitives qui permettront de rendre justice à sœur Marie-Agnès et à tous les innocents de l'Institut Saint-Raphaël.